Bien, pour tout vous dire, je le souhaitais. Parce qu'on a beau se présenter et puis dire on avait plein de justifications. Non, rien n'empêche, elle n'est plus crédible. Bien, je pense que c'est une bonne décision pour elle parce qu'elle avait perdu de la crédibilité. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors voilà, c'est fait. Dominique Olivier, ancienne présidente de l'OCPM et aujourd'hui ex-présidente, devrais-je dire, du comité exécutif de la Ville de Montréal, a remis sa démission cet après-midi. Emmanuel, pourquoi aujourd'hui et pas la semaine dernière? Il n'est jamais trop tard pour rien bien faire parce que l'histoire des parties de Noël annulées, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce qu'il y a eu encore des éditoriaux en fin de semaine qui reprochaient à Valérie Plante de mettre sa loyauté et son amitié avant les intérêts de la Ville de Montréal. La liste est longue. À un moment donné, c'était devenu insoutenable. Ce qu'il y a de très particulier, cependant, dans l'opération d'aujourd'hui, c'est qu'à écouter Mme Olivier, c'est pas parce qu'elle avait perdu l'autorité morale de diriger les finances de la Ville à la lumière des erreurs qu'elle avait commises dans le passé, mais elle met ça presque exclusivement sur l'espèce de climat tendu, les insultes, on va le dire, là, absolument dégoûtantes, inacceptables, racistes, qui ne devraient pas avoir lieu, mais c'est comme si c'était la faute de ça. Et donc, on reste encore avec l'impression qu'il n'y a pas une prise de responsabilité de sa part quant au rôle qu'elle représente dans la ville. Moi, ce qu'on m'a raconté, Julie, ouais, mais ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il s'est passé une fin de semaine où la réalité a brutalement rattrapé l'administration Plante. Là, ils ont compris l'ampleur, parce qu'on est dans le fondamental. Là, Emmanuel le dit, là, au niveau des perceptions. Et pour éviter de plomber complètement l'administration Plante, ils ont compris que c'était la seule et unique décision à prendre. Mario, elle ne s'est pas excusée aujourd'hui, Mme Olivier. Non, très peu d'expressions de regret. Remarque que la démission, c'est l'excuse suprême. Tu n'es plus là, tu n'occuperas plus les fonctions, tu déposeras pas le budget plus tard cette semaine. Mais moi, j'ai l'impression que dans la réflexion de Valérie Plante aussi, oui, il y a en fin de semaine, il y a une prise de conscience, mais qu'elle a dû extrapoler en se disant, moi, là, tu sais, passer un budget, il va y avoir des augmentations de taxes, ça va faire mal, il va y avoir des réductions de dépenses aussi qui vont faire mal dans le budget. Et ça, c'est toujours comme passer là, un virage très, très serré, là, très étroit, qu'il faut que tu essaies de faire avaler ça à la population, des augmentations de taxes. Alors, tu dis, c'est quoi mes chances de réussite là, du message politique de ce budget-là? Si la personne qui le présente, les gens la regardent puis ils pensent gros party au restaurant, gros repas, voyage. C'était une condamnation. Ça pouvait pas bien finir. Emmanuel, pourquoi la mairesse Valérie Plante a eu des mots très durs à l'endroit des dirigeants actuels, mais elle parle toujours de Mme Olivier comme d'une femme intègre? C'est pas deux poids, deux mesures? Bien, je pense que l'enjeu, c'en est pas nécessairement un d'intégrité. Ce qui est clair, c'est qu'elle réussit dans sa tête, Mme Plante, à faire une dissociation entre la Dominique Olivier avec qui elle a travaillé depuis 2 ans, qui est devenu de toute évidence un pilier pour elle dans son administration, un pilier comme mairesse, quelqu'un dont elle avait de besoin pour gouverner. Et elle est capable de séparer ça de ce qui s'est passé à l'Office de consultation de Montréal. Mais c'est insoutenable à un moment donné. Et c'est là que Mme Plante a nui, je pense, à la crédibilité de son administration en s'acharnant à défendre Mme Olivier. Parce que, objectivement, les fautes de Mme Olivier à l'Office de consultation, c'est les mêmes que les fautes de l'administration actuelle. Alors, si tu condamnes l'un, il faut que tu condamnes l'autre. Et encore aujourd'hui, Mme Plante n'était pas capable de réconcilier son espèce de double discours envers l'une et envers l'autre. Et l'autre question aussi, Mme Plante l'évite. La pertinence de cet organisme-là, de cet office de consultation publique, au moment où tout le monde se serre la ceinture, où tout le monde en arrache, les contribuables de la Ville de Montréal. Donc, est-il normal qu'une organisation comme celle-là, qui coûte 3 millions par année au moins, comment justifier d'aller là, je fais la nomenclature rapide, Panama, Argentine, Londres, Paris, Lyon, le Mozambique. Brésil la semaine dernière. Voilà. Ouais. Au nom de quoi ça aide la vie démocratique à Montréal, les consultations dans Griffintown ou dans Rosemont? Il faudra que la question se pose à un certain moment. Parlant pertinence aussi, à quoi ça sert? C'est la plus grosse consultation jamais faite
sur le chemin Camille-Yaoud, tu la prends puis tu la mets aux poubelles. Ouais, c'est une bonne question, Manuel. Oui. Et celle-là, pour toi, Emmanuel, je pense que ça n'a vraiment pas passé. Mais non, mais c'est comme c'est gros comme un éléphant. Il va falloir nous l'expliquer à quoi ça sert si on prend la recommandation. Non seulement ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de sens unique. C'est exactement. Mais on sait que la Ville de Montréal est en mode restriction budgétaire. De couper le party de Noël, Mario, est-ce que c'est là vraiment qu'il faut couper? Oh! Ben, tu sais, les employés de la Ville de Montréal, là, c'est pas comme un droit fondamental, tu sais, un party de Noël. Là. Bon, ils en avaient un. Moi, je trouve ça terrible de l'enlever une fois qu'il est fixé. Là. Ça, c'est sûr que ça écœure le monde, parce que tu veux garder une bonne atmosphère de travail. C'est sûr que ça écœure le monde. Puis qu'est-ce qu'ils vont se dire, les employés ordinaires, les employés de la base? Ils vont dire, c'est ça, là. Les gros boss, eux autres, là, ils se sont votés 2 fois des primes durant l'année. Puis à l'Office de consultation publique, les boss vont au restaurant à 300$. Puis nous autres, on avait un petit party qui était prévu avec des sandwichs puis de la salade de patates, puis là, ils nous coupent ça. C'est certain que ça va créer de la frustration dans les employés. Donc, tu sais, je défendrais pas que c'est un droit fondamental, mais ça me paraît une maladresse. Je sais pas, faudrait que je voie les budgets, peut-être. Est-ce qu'il y avait des budgets exagérés? Est-ce que ça coûtait exagérément cher? Mais de dire merci aux employés, moi, ça me choque pas là, qu'il y ait un party de Noël. Par contre, l'affaire qui est toujours pas réglée dans notre discussion, les 2 actuels administrateurs, là, la présidente actuelle de l'Office, à quelle heure ils démissionnent? Je regarde l'horloge ici. Non, mais ils préparent leur party de Noël, Mario. Écoute, mais là, pas sûr, ils pas préparent sûr. leur témoignage. Ah ouais? Ils vont peut-être... Ça va être limpide, là, vendredi. On suggérait à la Joute, comme party de Noël à l'Office de consultation publique de Montréal, de le faire sur un bateau de croisière en Europe. Comme ça, ils pourraient faire 8 villes en 10 jours. Pourquoi pas? Ça serait une suite logique. Ah oui, ça serait rentable. Juste sur Metcalfe, aussi au centre-ville de Montréal, tiens, en face de leur bureau. Bon, pourquoi pas. Restez avec nous. Dans un instant, on se parle de ce livre que vient de sortir Catherine Dorion, qui règle, ni plus ni moins, ses comptes après un passage tumultueux en politique. À tout de suite. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alors, tu me parles d'astronautes? Oui, une nouvelle spatiale aujourd'hui, Mario, parce que, bon, malgré le fait qu'on n'en parle pas toujours, il y a toujours des gens dans la Station spatiale internationale qui travaillent d'arrache-pied, tu sais, qui font des travaux, des expériences, bref, et qui, parfois, doivent sortir dans l'espace, même pour réparer la Station spatiale internationale. Une station spatiale, ça s'entretient. Ça s'entretient, puis c'est de la haute technologie, et on doit donc faire des sorties dans l'espace. Et là, 2 astronautes sont sortis le 1er novembre dernier. Jasmine Mobiley et Laurel O'Hara, qui sont sortis et qui, pendant 6h42 minutes, mon Dieu que c'est long comme réparation dans l'espace, on dirait que je deviendrais nerveux, mais elles ont réparé, entre autres, les panneaux solaires de la station, mais, en plein milieu de leurs travaux, elles ont échappé leur sac, un des sacs à outils qu'elles avaient avec elles. Puis le problème, Mario, c'est que quand tu échappes ton sac à outils dans l'espace, c'est sûr que tu dis fuck, là. Ouais, fuck est peut-être le bon mot ici. Flûte, merdouille. Ouais, c'est sûr que c'est pas c'est un peu la catastrophe parce que le sac est parti dans l'espace et tu l'as plus. C'est fini. Puis heureusement pour eux, c'était pas des outils qu'ils avaient besoin pour le reste exactement de la mission de réparation qu'ils ont effectuée. Donc, elles ont pu terminer quand même ce qu'elles faisaient. Mais il a fallu que les contrôleurs de vol à bord de la Station spatiale internationale vérifient la trajectoire, après ça, du sac à outils. Parce que quand ça part dans l'espace, Mario, c'est parce que c'est encore dans la gravité terrestre. Hein? Et si la Station spatiale... Ils pourraient se retrouver dans l'orbite de la Station spatiale elle-même. Parce que là, ça va faire un tour. À un moment, ça fait un tour, puis ça revient, mais ça pourrait faire et créer un risque de collision avec la Station spatiale internationale. Heureusement, on a déterminé avec... C'est quelque chose de plus écœurant que de recevoir un tournevis dans le pare-brise. Exact. Ça doit pas être parti... Surtout quand le pare-brise est dans l'espace, Mario, et que ce pare-brise te sépare du vide intersidéral, bien évidemment. Mais là, dans ce cas-ci, ça va-t-il plus de peur que de mal. Le sac à outils, non seulement n'était pas essentiel, mais va continuer à suivre une trajectoire autour de la planète Terre sans heurter quoi que ce soit d'important. C'est même quelque chose... S'il passait vraiment proche dans leur prochaine trajectoire, c'est qu'ils pourraient sortir un bras puis la ramasser. Non, c'est pas... C'est pas dans les options le bras canadien, Mario, ça aurait pu être utile dans ce cas-ci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que selon EarthSky, qui est un site web qui recense les événements cosmiques, on pourrait potentiellement, au fur et à mesure où cette trousse à outils va se rapprocher de la planète dans son orbite jusqu'à finalement se désintégrer dans notre atmosphère. Elle va rentrer, puis comme n'importe quel petit objet ou petit météore, ça va devenir une petite étoile filante si ça passe de nuit, puis ça va flamber puis se désintégrer. Mais avant ça,
semble-t-il que ça va être possible, si vous avez des très bonnes jumelles ou un télescope, puis que vous êtes vraiment chanceux, de repérer la trousse à outils en orbite qui se promène autour de la Terre avant qu'elle rentre dans l'atmosphère et se désintègre. Puis c'était pas la première fois qu'on échappait tout ça, Mario. On a déjà échappé une spatule de 14 pouces en 2006 et on a déjà échappé aussi d'autres objets plus tôt. Merci. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. L'ancienne députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui publie son livre aujourd'hui, Les têtes brûlées. Ça retrace en quelque sorte son parcours en politique dont elle est sortie déçue et maganée, pour reprendre ses mots. Elle règle, Paul, ses comptes avec Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et les médias aussi. Ah, l'ensemble de l'humanité, en quelque sorte. Écoutez, l'ancienne députée rebelle se rebelle contre son parti. Elle est, je disais, fidèle à elle-même. Mais quand on regarde plus attentivement, au fond, ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit, je trouvais qu'à l'ajout, Yasmine Abdel-Fadel avait parfaitement résumé la situation en disant qu'au fond, c'est la preuve que Solidaire devient un parti mature parce que Québec solidaire a maintenant sa belle-mère, comme on qualifie les anciens ou les ex qui viennent. Alors, tu sais, une belle-mère punk, dans le cas de Mme Dorion, mais elle est à son image, elle est très, très dure, pour ne pas dire vindicative, à l'égard de M. Nadeau-Dubois, qui, au fond, n'a fait que son travail, d'essayer d'amener, maintenir de la cohésion dans son parti. Elle écorche, Mme Dorion, elle écorche aussi Manon Massé, à peu près tout le monde. Emmanuel, pourquoi elle fait ça? Bien, parce qu'elle reste dans son rôle de femme qui dérange. Moi, j'ai jamais aimé le lavage de linge sale en public. Je trouve que personne n'y gagne. C'est édifiant pour personne. Puis, objectivement, ça attise une curiosité morbide, là. Et donc, je vois pas en quoi ça sert, la politique. Et c'est là qu'il y a un problème, dans mon esprit, avec son livre. C'est les réflexions qu'elle désire susciter sur la place des députés dans un parti, le carcan de la discipline de parti, les compromis qui mènent à des compromissions quand tu fais partie d'une équipe, les crises de croissance au sein de Québec solidaire et les questionnements que ça amène. Tout ça, c'est abordé dans son livre. Et tout ça, ce sont des questions pertinentes où il y a une réflexion intéressante. Mais comme elle décide de rester dans la caricature d'elle-même, avec des coups de gueule, quitte avec une politique de la terre brûlée, bien finalement, c'est de ça qu'on parle et non pas de la réflexion qu'elle veut susciter. Donc, elle ne sert pas son propre propos, là. Mario, est-ce que c'est vrai qu'il y a trop d'obstacles pour changer les choses lorsqu'on passe par l'Assemblée nationale? Tu as déjà été chef de parti et député. Bien, il y a des obstacles, c'est sûr. En même temps, tu sais, l'expression « changer les choses », la première étape, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut changer. Moi, c'est là. Hein. Moi, en ce qui me concerne, Catherine Dorion, ça m'impressionne pas. Puis, ce qui m'impressionne, c'est son talent pour faire la nouvelle. Là. Elle a réussi. Puis même nous, puis je m'inclus moi, les médias, elle nous manipulait comme ça pour qu'on parle d'elle. Puis quand elle dit qu'elle est choquée contre les médias parce qu'il y en a qui l'attaquaient, elle adorait ça. Elle veut faire parler d'elle. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'elle voulait changer dans la politique? C'est loin d'être clair pour moi. De quoi elle a été empêchée? Là? Qu'est-ce qu'elle voulait? Quel ministère? Quel service à la population, qu'est-ce qu'elle a voulu accomplir, puis que le gros système l'a empêché. Je ne pourrais même pas nommer une chose, sincèrement. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est comme, on en parle, mais on sait pas trop. Puis pour le reste, les reproches qu'a fait Québec solidaire, c'est toute la professionnalisation. Tu as un parti qui part d'un jeune parti, qui se professionnalise, puis elle leur reproche ça. Bon, je sais pas, ça m'impressionne peu, là. Et le pire, Julie, c'est qu'elle a beaucoup de talent. Moi, j'ai passé 17 ans de ma vie de journaliste à l'Assemblée nationale et un des plus grands discours que j'ai vu, Mario, tu me pardonneras, mais un des plus grands discours que j'ai vu à l'Assemblée nationale, c'est Catherine Dorion qui l'a prononcé. À brûle pour point comme ça, elle s'est mise à parler d'un problème sérieux que l'on vit dans nos sociétés modernes, particulièrement au Québec, qui est la solitude. Je vous invite, vous pouvez le retrouver aux archives. C'était exceptionnel. Mais elle est capable du meilleur et du pire. Oui. Bon, Emmanuel, elle veut secouer les gens là, qui sont en panne d'espoir. Espère que ce livre
va amener des débats, des réflexions? Est-ce que c'était la façon de faire, selon toi? Ben moi, je pense pas. Je pense que si tu veux susciter des débats et réflexions, il faut que tu réussisses à intéresser les gens qui, a priori, ne sont pas gagnés à ta cause. Et dans ce livre-là, les gens qui l'adorent vont la trouver géniale, rebelle, elle défonce des portes, elle brasse la cage, mais elle ne permet pas d'élargir son cercle. Et c'est ça le défi de faire des réformes dans un environnement qui a autant de codes que celui qu'est la politique. Et il y a une autre chose aussi que je pense qu'il faut mentionner, c'est que c'est tout un coup de jarnac qu'elle fait aux 3 femmes qui, elles, en ce moment, essaient de devenir porte-parole de Québec solidaire. On est dans le dernier droit de cette course-là. Et elle se place, elle, Catherine Dorion, au milieu de la course à la succession, parce que chacune de ces femmes-là, Ruba Gazal, Catherine Labrie, Émilie Slessard-Terrien, vont être obligées de se positionner face à elle. En terminant, il y a des membres de la FAE qui ont manifesté devant le bureau du premier ministre ce matin. Alors, nous sommes à 10 jours d'une éventuelle grève générale illimitée. Si vous étiez, par exemple, dans la peau d'un parent d'un jeune enfant, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'on prépare un plan B? Oh boy, oui. Même un plan C, Julie. Un plan C? Oui. Pour la 2e semaine de grève? Non, totalement. Ouais. Moi, Parce j'ai que rarement dans mon vu un esprit- tel pessimisme, là. Oui, puis la dernière fois, rappelez-vous, en 2020, là, on avait signé des conventions collectives, ça allait régler le réseau de la santé, ça allait régler l'éducation, tout allait bien. On avait mis de l'argent sur la table, puis 3 semaines après, tout le monde l'avait oublié. Cette fois-ci, Mme Lebel semble assez ferme dans l'idée qu'elle ne signera pas si elle ne gagne pas certains assouplissements sur le front de l'Organisation du travail. Que le meilleur gagne. On est rendu là, Julie. Paul Larocque, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci. Bonne soirée à vous 3. Ah, voilà, c'est ce qui complète cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle la nouvelle du jour pour nous ici à Cube Radio. C'est la fin pour Youpa. Tout de suite après les fêtes, début janvier, ça va être la fin pour Youpa. Et donc, il y aura un canal télé. On est déjà largement télédiffusé. Si vous peut-être vous voyez nos entrevues sur YouTube ou ailleurs, on est déjà largement en vidéo. Mais là, on va être complètement à la télé sur une des chaînes du câble. Pour les gens que ça intéresse, donc Cube Radio qui va prendre la case de Youpa au mois de janvier. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, 15h30.